Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Vous vous rendez compte quand même, toute la publicité négative qu'il y a eu autour de cette alliance de gauche. Les médias ont passé, je sais pas moi, des heures et des heures à dire que ça tenait pas debout, à critiquer, y compris à gauche. Je vais pas reciter de nom parce qu'on va pas se fâcher, mais enfermez-vous dans une salle et réglez vos divergences. Mais ne les exposez pas comme ça. C'est pas parce que tu as un article dans tel journal qui va te dire que tu seras peut-être Premier ministre que tu vas l'être. C'est pas ça. C'est dehors que ça se passe. Bonjour tout le monde, dans 5 petits jours, nous passons les auditions pour être diffusées sur la TNT. Vous le savez, nous avons déposé en mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionnées ce vendredi. 25 candidatures pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. Les canaux de C8, CNews, BFM TV ou encore LCI sont aussi remis en jeu. Nous sommes prêts, notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Tout est entre vos mains pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran. Ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, évidemment le NFP en tête des élections législatives et le RN beaucoup plus faible que ce qui était annoncé. C'est parti. Sondages, éditorialistes, propagande Bolloré, ils se sont plantés. Contre toute attente, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Après 3 semaines de campagne très dense, des dizaines de désistements de la gauche et du camp macroniste en faveur de l'autre pour faire barrage au RN, voici les résultats finaux, bien loin des prédictions en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. On note aussi l'élection d'Emmanuel Tjibaou, indépendantiste de Kanaki Nouvelle-Calédonie, après 40 ans sans représentation kanak dans l'hémicycle. Scène de joie, de liesse dans les QG de la gauche et place de la République hier soir à Paris. Plus mitigé côté extrême droite, même si le Rassemblement national est passé de quelques députés à plus de 140 en 7 ans. En nombre de voix, le RN en compte plus de 8 700 000. Pour le NFP, c'est 7 millions et ensemble, plus de 6 300 000. Le risque RN pour 2027, les élections présidentielles, est donc bien présent malgré la joie d'hier soir. Dès 20h, les différents partis du NFP ont répété vouloir appliquer et s'en tenir au programme. La base de la gauche, elle, martèle « Ne nous trahissez pas » de peur que la droite du NFP s'allie avec des macronistes. Macron qui, à l'heure où on vous parle, n'a rien décidé. Sans majorité absolue ou en trouvant une coalition, le président de la République peut trouver le moyen de ne pas donner le gouvernement au NFP. Sur les plateaux télé, on joue les divisions de la gauche en boucle, et ça depuis des semaines. Thomas, avant de parler du demain, parlons de hier soir. Est-ce que c'est tout de même une victoire pour la gauche là ? Oui, c'est une victoire. Alors, c'est pas une majorité absolue, mais c'est quand même le premier groupe qui est en tête. Donc, c'est une forme de majorité relative. Et c'est une surprise aussi. Et un soulagement. Donc, oui, il y a une percée de la gauche. Et ça, le président doit en tenir compte. Même si après, il peut additionner toutes les voix qu'il fait, ça reste aujourd'hui le premier groupe. Et donc, s'il propose un Premier ministre et un gouvernement, le président, normalement, doit en tenir compte. Sinon, ce serait de l'ordre de la combine. On se pose aussi la question de la responsabilité de la gauche maintenant, parce qu'on voit déjà des libéraux faire des pieds de nez, comme pendant toute la campagne, en fait, au PS, voire à EELV et au PCF, pour faire une sorte de grande coalition républicaine sans LFI. Il y a quand même un gros enjeu là qui est... Oui, non, je pense que là, il faut vraiment que tous les partis de gauche y tiennent compte des leçons du passé. Il y a eu un premier espoir avec la NUPES. Il y a eu des tentatives d'alliance qu'on a expliquées ici un certain nombre de fois depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années. Mais il y a eu un espoir avec la NUPES, où là, tous les intérêts des partis
et de Jean-Luc Mélenchon, qui était sorti le grand vainqueur de la campagne, étaient alignés. Et on a vu que très rapidement, cette alliance s'est fissurée, alors qu'elle aurait pu s'auto-valoriser. C'est-à-dire qu'une fois que les gens étaient là, plutôt que de rentrer dans des divisions, des guerres fratricides, des guerres contre Mélenchon, parce que c'était souvent orienté contre Mélenchon, qui avait réussi à les faire élire, ils auraient pu plutôt avancer et faire en sorte que cette alliance s'auto-valorise avec des divergences. Des divergences de point de vue, c'est pas comme des divisions. Or, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, on l'a bien vu, le PS a voulu y aller tout seul. Europe Écologie, les Verts, a voulu aussi aller tout seul parce qu'ils pensaient que c'était une élection qui leur allait. Et la LFI a été tout seul. Et il a fallu qu'il y ait cette dissolution votée par Macron avec un véritable danger de l'extrême droite au pouvoir, mais aussi un danger, il faut le dire, à titre personnel, d'un certain nombre de dirigeants de gauche de perdre leur poste, qui a eu cette alliance qui s'est faite. Maintenant, il faut que cette alliance, elle perdure. Elle perdure. Et pour qu'elle perdure, il faut éviter de rentrer dans le piège médiatique. Le piège médiatique, et on le voit bien encore dès hier soir et dès ce matin, c'est de pointer les divisions, c'est de demander en nommant des gens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que vous pensez de Mélenchon, parce que c'est toujours dans ce sens-là que ça va, on ne va jamais demander qu'est-ce que vous pensez d'Olivier Faure. Et moi j'ai vu un certain nombre de dirigeants de gauche, Clémentine Autain, Raphaël Glucksmann, mettre sur la place publique des divergences qui sont propres à leur parti et dont les électeurs en ont rien à faire. C'est fini, on en a marre de ces trucs-là. En tant qu'électeur, on en a marre. Les gens, ils veulent régler vos problèmes, enfermez-vous dans une salle et réglez vos divergences. Mais ne les exposez pas comme ça, parce que c'est le jeu que veulent faire une partie des opposants politiques, une partie des médias, parce que ça les embête. Je ne sais pas pourquoi ça les embête plus. On dirait que la gauche passe au pouvoir que le RN. Et donc, ils vont pointer ces divisions. Donc, réglez-les et venez sur les plateaux de télévision ou ailleurs en parlant du fond. On n'a pas envie d'avoir les divergences, de savoir ce que Glucksmann pense de Mélenchon ou de savoir ce que Clémentine Autain pense de la LFI. Ça, moi, j'en ai rien à faire personnellement à titre. J'en ai rien à faire. Ça, ça alimente le feuilleton des chaînes de TV qui ont besoin d'avoir des sujets à traiter toute la journée. Pour la plupart des électeurs de gauche, qui comptent, c'est le programme, le pouvoir d'achat, les services publics, un certain nombre de protections. Ce n'est pas les histoires internes au parti dont tout le monde se fout. Donc évitez de refaire comme la NUPES en citant ad hominem des gens et en vexant tout le monde, et pour qu'à la fin il n'y ait pas d'union et que ça fasse plaisir à tout le monde et que ça fasse monter toujours les mêmes partis, le RN et la Macronie. Oui, parce que 2027 est quand même très proche de nous. Si la gauche déçoit, trahit une nouvelle fois, c'est un boulevard pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella dans 3 ans en fait. Bien sûr, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une montée du FN. Ils ont plus de députés. 140. Voilà, ils ont plus de députés. Ils ont fait un très bon score aux européennes. Donc il faut tenir compte de tout ça. Il faut apporter une réponse à ça. Et la réponse, c'est l'application d'un programme. Enfin, la réponse, c'est pas la Macronie. Au contraire, la Macronie, avec ces réformes qui ont été appliquées pour le coup, malgré un certain nombre de divergences aussi dans leur parti, mais qui ont été appliquées, réforme des retraites, baisse des impôts sur les plus riches, baisse des impôts sur les sociétés, loi travail, loi immigration, assurance chômage, tout ça a été appliqué. Alors, il y a toujours des gens qui vous disent Macron n'a rien fait. C'est faux, il a fait plein de choses, Macron. Il a fait énormément de choses. Et avant lui, Hollande aussi a fait beaucoup de choses. D'accord ? Donc aujourd'hui, tout le monde se rend compte, et Hollande l'a dit hier en premier, qu'il y a un manque de services publics, qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans certains endroits en France. Et donc, il faut appliquer le programme, là. Il faut appliquer le programme de la NFP. Et le programme de la NFP, il doit être mis en place. C'est ça, la réponse. La réponse, c'est pas venez unis sous la même bannière et faites un programme de droite comme l'a fait Hollande. Non, la réponse, c'est d'appliquer le programme. Après, que ce soit, je sais pas moi, Mélenchon, Marine Tondelier ou je ne sais qui d'autre qui l'applique, au fond, moi, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de leur histoire. C'est sortir de la politique. C'est ça qui compte. C'est de faire en sorte que les classes populaires puissent avoir une meilleure vie que celle qu'ils ont eue. Allez, disons ces 10 dernières années. J'inclus une partie du quinquennat d'Hollande dedans. Puis il y a aussi dans cette forme de responsabilité un respect des électeurs, dans le sens où j'étais dans les QG des partis de gauche hier pour couvrir les législatives avec mes camarades évidemment, et c'est ce qu'on leur disait, soit aux écologistes ou au PS, qui étaient pendant des semaines tentés peut-être de rejoindre une coalition avec des libéraux, que sais-je. Les gens, ils n'ont pas voté pour le Parti socialiste, pour les Verts, pour LFI ou pour le PCF, ils ont voté pour le nouveau Front populaire. Est-ce que c'est
C'est important de prendre en compte là le fait que la société civile ait vraiment participé à la montée du nouveau Front populaire. Je pense que c'est le plus important. Moi, j'ai énormément de respect pour les militants parce que souvent, c'est des gens qui s'investissent au départ pour des causes, puis ensuite pour des candidats, mais qui ont rarement les postes parce que les postes sont très peu nombreux, ils sont dans l'ombre. Et j'ai toujours respecté ces militants-là et je suis toujours très content quand des militants arrivent à monter et à prendre les places. C'est pas tout le temps le cas, parce qu'il y a souvent des gens qui sont parachutés, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Après, les militants, le défaut, l'envers du décor, c'est que parfois, ils défendent des poulains ou pas. Ils sont trop intégrés, et ça a été aussi un peu parfois mon cas, dans les circuits, et donc ils connaissent tout le monde, et ils connaissent la vérité sur un certain nombre de personnes, et ce qui peut créer après des inimitiés, des choses qu'on n'aime pas chez des personnes. Mais la société civile, elle s'en fout de tout ça. Elle ne connaît pas personnellement Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Tondelier, ni je ne sais qui d'autre. Elle ne les connaît pas, ni Olivier Faure. Elle ne les connaît pas, elle ne les a jamais rencontrés. Ce qu'elle veut, c'est un autre programme. C'est ça qu'elle veut, un autre programme. Elle veut plus que le RN soit au bord du pouvoir. Elle ne veut plus de Macron. Donc elle espère beaucoup de la gauche. Oui, il y a beaucoup de syndicats, d'associations, d'ONG qui se sont impliqués dans cette campagne. Tout à fait. Et eux, ils s'en foutent des histoires de personnes. Et combien même, et on a vu comment ils ont réagi quand il y a eu ces histoires de candidats dans certaines circonscriptions, comme à Montreuil. Ils se sont dit, on s'en fout de tout ça. Nous ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire être pris en otage avec le RN aux portes. On ne veut plus de la Macronie. Donc on veut... avec une majorité relative, que la gauche soit au pouvoir et qu'elle applique un programme de gauche et qu'elle ne trahisse pas les électeurs comme l'a fait, il faut le dire, à moins le Parti socialiste, qui a trahi. Je m'en fous, moi, de Valls, de machin, mais elle a trahi en faisant une politique de l'offre et en passant les lois El Khomri et en réduisant les dotations aux collectivités locales. Et là, elle a trahi les classes populaires. Et aujourd'hui, c'est ça, la gauche une partie de la société civile de gauche ne veut plus être trahie. La Macronie est quand même en situation de faiblesse, parce qu'elle n'est pas arrivée en tête, elle n'a pas de majorité même relative. Les chiffres montrent quand même que les électeurs de gauche ont joué le barrage républicain, quand les électeurs macronistes ont moins voté à gauche. Par exemple, 72% des électeurs NFP ont fait barrage, moins de 50% du côté du camp présidentiel. C'est quoi là ? Et par exemple, des leaders libéraux, Horizon, etc., qui appellent à une sorte de coalition avec DLR, des PS un peu à droite, etc. Est-ce qu'ils essayent de sauver les meubles là ? Ils aimeraient bien reconstituer un centre dominant. On le voit bien, si on rajoute les LR compatibles avec Macron et une partie, on va dire, des PS qui pourraient être aspirés, mais qui a déjà quand même été aspiré en grosse partie, vous avez un gros centre dominant, et là, vous pouvez faire un espèce de parti centriste en mettant un Cazeneuve, etc. Centriste avec une politique économique de droite. Exactement. Oui, parce que oui, d'ailleurs. tout à fait. Et tout à fait, exactement, tu as raison de le dire. Donc, ils essayent de reconstituer ça, parce qu'ils sont gênés par cette montée. Enfin, vous vous rendez compte quand même, toute la publicité négative qu'il y a eu autour de cette alliance de gauche. Les médias ont passé, je sais pas moi, des heures et des heures à dire que ça tenait pas debout, à critiquer, à dire que c'était pas crédible, etc. Je veux dire, il y avait des économistes très sérieux qui soutenaient le programme, on nous expliquait que c'était pas crédible. Il y avait une alliance qui s'est fait rapidement, on a dit ah mais non mais c'est pas possible, les gens se détestent. On a essayé de la casser, et de la casser toujours en rentrant par Mélenchon. Pendant cette élection, moi je trouve, à titre d'observateur, que Mélenchon a été parfait. Il y a eu beaucoup d'huile qui a été mise sur le feu. Il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin d'affirmer qu'ils se détachaient de Jean-Luc Mélenchon pour mener campagne. Il n'y a pas eu de réplique verbale à ce type d'attaque. Donc moi, je pense qu'il faut tenir une ligne aujourd'hui à gauche, c'est de se dire, voilà, les problèmes, c'est des problèmes internes, ils ne nous concernent pas, nous, en tant qu'observateurs, ni en tant qu'électeurs ou société civile. Réglez-les entre vous. Au fond, nous, on n'en a rien à faire. Et après, présenter un programme et prenez le pouvoir. C'est ça qu'il faut tenir. Et je pense que même toute personne il devrait le mettre dans les statuts, toute personne qui insulte un concurrent devrait être éliminée. C'est pas ça le jeu. Après, là, ils vont se réunir, ils vont décider de la personne qui va ressortir le plus. Et puis voilà. Et après, il faut, dans cette alliance, je trouve ça sain qu'il y ait des divergences. Je trouve ça sain qu'il y ait des poids qui soient plus à gauche et aussi des poids qui soient, on va dire, plus passe-partout. Voilà. Mais s'il y a le poids que ça tend plus vers le centre, on sait comment ça va finir. Ça finit avec Macron. Voilà. Je veux dire, et le RN à la fin. Et le RN à la fin. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. C'est ça une alliance. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux poids de chaque côté. C'est important. Et il faut veiller
que chaque côté, on veille à appliquer ce programme. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les divergences en interne, etc. Parce que après l'annonce de la dissolution, il y a eu l'annonce du NFP, puis direct après sur Twitter, enfin X, ça a commencé des petites divergences à gauche, des petits pics, des petites réflexions sur les plateaux télé. Et là, toute la société civile, celle qui était engagée dans le NFP, commençait à dire, s'il vous plaît, prenez une boucle WhatsApp, engueulez-vous en privé, mais arrêtez de faire le jeu des médias, de l'extrême droite, etc. Parce qu'on va parler que de ça, on ne va plus parler du programme. Et c'est ce que disait aussi Marine Tondelier en disant que quand la manifestation est passée sous les bureaux, ça a accéléré le NFP. Est-ce qu'on peut voir que là, c'est vraiment la base, la société civile qui a fait un grand poids dans ce NFP et qui peut continuer à mettre la pression sur le NFP pour qu'il continue à être uni? Il faut, parce qu'on est de moins en moins dupes pour ceux qui ont, même les plus jeunes, qui ont vécu le tournant de Hollande avec Valls, avec la politique de l'offre, avec les manifestations, etc., qui ont été réprimandées sévèrement. Et ceux qui ont vécu une grosse partie de Macron, là, de toute façon, la jeunesse aspire à plus d'égalité. La jeunesse est beaucoup plus ouverte sur les questions de mixité d'origine, sur ce que Mélenchon appelle la créolisation. Et là-dessus, vous voyez, quand tout le monde, vous aviez les éditorialistes, dont certains ont voulu faire les élections présidentielles comme Zemmour, qui tapaient sur les Français, les musulmans et les Français d'origine étrangère. Et quand vous aviez un certain nombre de gens qui pensaient qu'il fallait aller là-dessus, y compris à gauche, je ne vais pas reciter de nom parce qu'on ne va pas se fâcher, mais qui pensaient que c'était bien d'aller à gauche sur l'autorité, sur les territoires contre les banlieues, etc., il y en a qu'un qui a pris l'autre voie et qui a parlé de la créolisation, qui est un vrai concept. Le fait que la France va se mélanger, qu'elle va changer de visage, il avait tout à fait raison. Et aujourd'hui, une partie de la jeunesse vote plutôt LFI. D'ailleurs, je crois que c'est le premier parti qui sort, et après, c'est le RN. Et sont beaucoup plus ouverts sur ces questions-là que des personnes qui vont être plus âgées. Donc, il faut absolument que la gauche se tienne. Voilà, que ce soit la gauche... de l'Atlantique à l'Oural, je ne sais pas comment pour reprendre pour paraphraser De Gaulle sur l'Europe, mais voilà, que ce soit cette gauche-là qui tienne comme un bloc et qui applique son programme. Et là, on va en parler après. Mais le programme, il y a un certain nombre de choses à mettre en place assez rapidement. Hier, place de la République, donc il y avait une manifestation après ces résultats, contre l'extrême droite, etc. Beaucoup de slogans contre les médias traditionnels ont été entendus, ont été scandés. Est-ce qu'on a assisté à une sorte de défaite là, des sondeurs, des éditorialistes plutôt ? En fait, il y a plus de fachos en proportion dans les médias que dans la société, en réalité. Ils ont joué un gros rôle, là, les médias, ces 3 dernières semaines. Et même le vote le prouve, quand vous additionnez même des gens de droite, mais qui voient bien qu'il y a un barrage à faire et de la Macronie. Mais je veux dire, la parole a été relâchée. Vous avez CNews qui fait des très bons scores, et donc une grosse partie des autres chaînes leur court après. Et donc, voilà, moi, quand on regardait la télé, c'était sûr que le RN allait gagner. Bardella est quand même celui qui a fait le plus de médias. Ça aussi, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on a tapé contre la gauche, et notamment contre Mélenchon, etc. Et là, au final, les scores sont complètement à l'opposé de ce qui était prévu. Et aujourd'hui, le seul discours qu'il y a, plutôt que de dire, bon, la gauche a gagné, c'est très bien, qu'est-ce qu'ils proposent ? Là, on est encore sur, c'est pas possible, ils pourront pas gouverner, le programme est inapplicable. On en est toujours là. Je veux dire, Macron aurait eu le même score, il n'y aurait pas du tout le même son de cloche, Le RN aurait eu le même score, il n'y a pas eu le même son de cloche. Et là, ils en sont à appuyer. C'est pour ça qu'il faut que, de l'autre côté, la gauche ne rentre pas dans ces divisions-là. Moi, savoir hier qu'un candidat n'est pas dans une boucle Telegram et donc qu'il est fâché avec j'en ai rien à faire. Voilà. On parle du programme, du fond, et comment on va l'appliquer. Et côté économie, justement, côté programme, est-ce que c'est la faillite annoncée, la guerre aux riches, comme s'amusent à dire les libéraux et ou les éditorialistes ? Moi, je pense qu'une fois qu'ils auront choisi à peu près qui sera le Premier ministre et qui va faire ce gouvernement, et il y a plein de choses à mettre en place. Oui, le blocage des prix, il faut le mettre. Il faut mettre ce blocage des prix. Comme on l'a dit ici, ce n'est pas une situation qui va durer, parce que ça peut entraîner des désagréments. Mais il faut déjà commencer par 3 mois. On peut le faire 6 mois, on commence par 3 mois. Et pourquoi on fait ce blocage des prix ? Pour identifier et bien comprendre quelles sont les marges des distributeurs. Les distributeurs ont fait des profits énormes. Et quand les Français ont perdu le pouvoir d'achat, il faut comprendre quelle est cette marge. Parce qu'eux, ils nous disent on ne fait pas de marge. Vous savez, les pétroliers, ils nous disent on fait 1 centime sur 1 litre d'essence. Donc on ne peut pas baisser plus. Et puis il y a une étude de la DGCCRF à un moment qui a montré que c'était un peu plus quand même. Et puis moi, j'avais fait une étude sur 20 ans, je voyais qu'ils reportaient plus facilement les hausses
que les baisses. C'est-à-dire quand le pétrole augmente, là, ils reportent la hausse. Puis quand ça baisse, ils mettent un certain nombre de temps. Et là, c'est quelques centimes. Hein. Sur un plein, ça fait une quinzaine d'euros. Mais dans leur poche, ça fait plusieurs millions d'euros en plus par jour. Donc il faut comprendre comment fonctionnent ces marges. Et ce qui répercute aussi bien les hausses de prix que les baisses des prix, quelles marges ils font. Et il faut les surveiller après et bloquer un certain nombre de prix dans des grandes surfaces. Il ne s'agit pas d'embêter le petit commerçant du coin, dans des grandes surfaces pour que les gens puissent avoir un panier de biens minimum, équilibré, avec des fruits, avec des légumes, etc., pour se nourrir dans des conditions viables. Donc ça, c'est important à mettre en place. Et là, il y a des vrais travaux à faire. Il y a des commissions à mettre en place pour suivre ça, pour observer et pour qu'on sache, pour qu'il n'y ait plus cette asymétrie d'informations entre les distributeurs qui se plaignent tout le temps, qui sont pauvres et qui font des millions, voire des milliards de bénéfices. Il faut aussi augmenter le SMIC. Le SMIC, ce n'est plus, même s'il a suivi l'inflation, qu'il a été protégé de l'inflation, ce n'est plus un salaire minimum pour beaucoup de gens. Personne ne peut vivre avec le SMIC. À partir du moment où personne ne peut vivre avec, parce qu'il y a un certain nombre de dépenses contraintes qui augmentent, il va falloir l'augmenter. Voilà. Et puis, il faut abroger un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, que nous ne voulons plus de loi, la réforme des retraites, on revient à 62, l'assurance chômage, l'ISF, oui, des gens, les 1% des ménages qui détiennent 25% du patrimoine français, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les comptes en banque et dans l'immobilier, vont perdre 4 milliards de baisse d'impôts, mais ils ne vont pas aller à la soupe populaire. Et avec ces 4 milliards, on peut créer 100 000 postes de fonctionnaires qu'on peut ventiler dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Donc ça, il faut le faire très rapidement. Et c'est là-dessus que si les gens ne cèdent pas, qui vont au bout du programme, qu'ils le mettent en place, c'est là-dessus que les électeurs passifs et une partie des militants jugeront la gauche, pas sur les querelles qui nous font penser à un feuilleton. Et puis je le rappellerai à chaque épisode, mais les infimes plus riches paient moins d'impôts en proportion que les classes moyennes. Donc c'est même pas, on leur demande pas de participer plus que les autres, hein. On leur demande de s'équilibrer aux autres. C'est quoi la suite? Parce que d'un côté, il y a que va décider Macron, ça va être primordial et ça va orienter la politique au moins de l'année à venir, parce qu'après on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et du côté des militants de gauche, ils appellent à continuer la mobilisation, que c'est pas une victoire et après on rentre chez soi, quoi. Faut attendre, faut voir ce que Macron va faire. Normalement, Macron, il respecte la démocratie, il voit quand bien même il dit qu'il y a des équilibres, il voit quand même que le premier groupe qui est sorti, c'est la gauche. Donc il doit leur dire de présenter un gouvernement et normalement il doit l'accepter. Il n'a même pas son mot à dire. C'est-à-dire que si des négociations Mélenchon sort vainqueur, il ne peut pas dire non, c'est pas Mélenchon. Enfin, c'est quand même bizarre. Parce que là, c'est. Voilà. Et puis si c'en est un autre, il doit normalement l'accepter. Et puis après, le jeu parlementaire se fera. Il y a des choses qui peuvent passer par décret, il y a des choses qui passeront par le vote. Si les gens n'en veulent pas, c'est la démocratie. Il faut se plier à la démocratie. Hein. Mais ça doit commencer par là normalement. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont voté à gauche mettent la pression sur Macron pour qu'il respecte ce vote démocratique. Et je constate, moi, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres au centre pour la succession de Macron. Il y a des désaccords qui sont mis en place, mais jamais personne ne cite nominément Macron. Attal, hier, n'a pas dit « Oh, Macron a des... » Il n'a rien dit. Il a pris ses responsabilités, il a dit « Je vais aller voir le président », mais personne ne cite une personne qui serait problématique. Alors que Macron est vraiment problématique aujourd'hui pour se faire élire. Ils n'ont pas mis la photo, etc., mais ils ont réussi à rester à peu près respectueux. Alors certes, ils n'ont pas les médias qui leur soufflent comme ça sur les braises, comme c'est le cas de la gauche. Mais je pense qu'il faut que la gauche, là-dessus, arrête de se quereller sur la place publique. Et je veux dire, maintenant qu'ils sont en position de force, s'ils désirent encore continuer à passer dans des médias dominants, c'est aussi à eux de stopper les choses, comme l'a fait très bien hier Clémence Guettet, de stopper et de dire ce qu'ils ont à dire, et pas de rentrer dans ce jeu de « oui, machin ». Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un article dans tel journal qui va te dire que tu seras peut-être Premier ministre que tu vas l'être. C'est pas ça. C'est dehors que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et là, la preuve en est, c'est que personne ne voyait arriver la gauche. Donc c'est dehors, c'est avec les gens qui ont voté à gauche qu'il faut être et pas se faire mousser parce qu'on va avoir un article dans je sais pas tel journal qui vous dit « Et si c'était vous, la première ministre, ça, on s'en fout. C'est fini ça. » Il y a quelqu'un qui disait quand la gauche voudra arrêter de plaire à la droite, peut-être qu'on aura commencé à gagner. Oui, je pense ça aussi. Et toute la gauche ne veut pas plaire à la droite, toute la gauche ne veut pas plaire au système, entre guillemets. Il y a des gens de gauche qui labourent le terrain et qui voient des évolutions de la société. Parce qu'à partir du moment où on veut plaire
au système, entre guillemets, on dilue. Alors ça peut marcher parfois, parce qu'on a vu des camps, mais ça ne marche que sur un modèle dilué. Et le modèle dilué, il ne changera pas la donne. Là, il y a eu vraiment un enrichissement des plus riches ces 30 dernières années, avec une accélération ces 10 dernières années sous Macron. Il y a eu la gauche, la droite, qui, même si elle n'a pas fait tout son programme, a fait quand même des réformes de droite. La gauche, qui aussi a fait des réformes de droite. Il est temps d'avoir une vraie politique de gauche. Là, on est sur un programme qui n'est pas un programme complètement dingue, il n'y a pas de nationalisation, etc. On est très très loin de programmes de gauche radicale. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place. Il faut les mettre rapidement. Macron, il n'avait pas attendu pour baisser l'ISF. C'était la première mesure qu'il a prise. Et ça l'a suivi, on l'a appelé le président des riches, à juste titre. Là, il faut une mesure tout de suite qui touche les classes populaires. Oui, hier soir sur les plateaux télé, Tondelier, Faure, Guettet, tu l'as dit, ont tenu la ligne de l'Union. À voir après, avec à force de questions, à force de polémiques, si ça va tenir, et puis les décisions de Macron. Mais on va suivre évidemment tout ça avec l'équipe du Média qui a charbonné pour suivre ces élections législatives. Avec toi, Thomas, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique, on l'a dit, elle est inédite, historique. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien et on vous a offert une couverture sans précédent pour ces législatives dans le flot des médias mainstream avec toute l'équipe qui travaille dans l'ombre. Et ça y est, nous nous rapprochons de la TNT. Dans 5 petits jours, nous passons les auditions pour être diffusées sur la TNT. Vous le savez, nous avons déposé en mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour être diffusé sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025 et le Média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionnées ce vendredi. 25 candidatures pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. Les canaux de C8, CNews, BFM TV ou encore LCI sont remis en jeu. Nous sommes prêts, notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Tout est entre vos mains. Pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran, ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires sous les vidéos YouTube qu'on lit. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.